L'éducation, l'enseignement obligatoire. Et c'est suivi à la lettre. Tout commence par ça. Et je reviendrai tout de suite sur cela. Parlons du chômage. Le taux de chômage des moins de 25 ans, c'est 60%. C'est-à-dire les 60% des 42% connaissent un chômage total. Lorsqu'on monte à 35%, les moins de 35%, ils sont 72% au chômage en Guinée. Alors, je vous situe d'abord, parce qu'on ne peut parler d'une chose qu'en disant ce qu'elle est. C'est ça la situation. Cette réunion n'aboutira à rien si n'émerge pas de la salle et de cette table des propositions de solutions pour sortir de cela. C'est pourquoi ma conférence ne s'adresse pas seulement au PDM. Ma conférence s'adresse aux Guinéens et aux Guinéens, aux jeunes de Nantes comme d'ailleurs, pour qu'on sache qu'il est inutile de continuer à nous lamenter si on ne prend pas les décisions qu'il faut. C'est cela la responsabilité. Je le dis souvent, les anglo-saxons le définissent bien. Responsibility, ability to respond. Au lieu de contourner un problème, quand vous faites face à ce problème et vous voulez le régler, soyez sûr que vous le prenez par le bon bout, mais réglez-le. Maintenant, vous savez bien qu'il y a un cheminement qui fait que certains pays sont classés parmi les pays qui ont atteint le plein emploi. D'autres sont à des niveaux qui sont acceptables, mais les derniers sont à un niveau catastrophique. La Guinée fait partie de ce dernier lot. Lorsque les jeunes n'ont pas de travail, il y a plusieurs types de conséquences. Ou, parce qu'ils ne parviennent plus à faire face à leur propre vie, ils ne fondent pas de famille, parce que c'est cher. S'ils ne fondent pas de famille, le pourcentage que je viens d'annoncer, les pourcentages que je viens d'annoncer, commenceront à décliner. Au lieu des naissances, étant donné que l'espérance de vie dans notre pays ne dépasse pas les 52%, alors que ça atteint aujourd'hui, dans le septentrion développé, on est en train d'aller même au-delà de la centaine, c'est vous dire que si nous continuons comme ça, notre population vieillira et il n'y aura plus de renouvellement. Les sages qui sont là, leur souhait à eux tous, à chacun d'eux, c'est de voir un jour leurs enfants réussir leur vie, beaucoup plus qu'eux. C'est le souhait de tout parent. Ça, c'est la première conséquence. Porter un coup de frein à la vitalité du pays, c'est accepter de continuer avec ce boulet que nous traînons au pied. Si, malgré le chômage, ils veulent avoir des enfants, ces enfants seront généralement considérés comme naturels et qu'ils ne seront pas encadrés de ce fait et qui tomberont dans la délinquance. Voilà quelques méfaits. Je vous jure, je ne vous parle pas en tant qu'homme politique. Je vous parle en tant que citoyen guinéen, observant ce qui se passe dans son pays et qui a toutes les frayeurs pour l'avenir, si ça continue comme ça. Pourquoi ce n'est pas une fatalité?
Parce qu'il n'y a pas de fatalité. On dit chez nous, c'est un brocard qui le dit, ceux qu'on courbe, Dieu t'aide à couper. Mais si tu ne courbes pas, tu n'auras pas cet apport de Dieu. Il nous a envoyé des prophètes depuis Sayyidina Ibrahim jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui ou non, ils ont souffert. Ils ont accepté de souffrir pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Mais nous allons refuser de souffrir pour que nos enfants soient mieux que nous demain. Prenons calmement les questions qui s'opposent. La première source d'emploi des jeunes, c'est d'abord, disons, les agences économiques. Et parmi les agences économiques, il y a d'abord l'État. L'État doit être renouvelé. Les fonctionnaires doivent être remplacés. Mais ceux qui arrivent dans notre pays, la retraite est un calvaire. Parce que ceux qui doivent aller à la retraite n'ont pas eu le temps de la préparer. Comment ils vont aller? Ailleurs, la bataille, ici, vous le vivez tous les jours. Les gens veulent que l'âge de la retraite diminue. Chez nous, on veut éternel. On veut éternel parce que quand tu es à la retraite, tu es abandonné à la rue. Tu ne sauras plus comment nourrir tes parents. Tu ne sauras plus comment nourrir ta famille. Parce que simplement, tu n'as pas eu le temps de préparer cette retraite-là. Et l'État non plus ne t'y aide pas. C'est la raison pour laquelle la fonction publique est bouchée. Elle est bouchée. Si nous remplissons cette salle et que personne ne veuille sortir, est-ce que de nouveaux entrants vont entrer? Il en est ainsi du travail. Si ceux qui sont dans la fonction publique, et aujourd'hui, à ma connaissance, on avoisine les 98 000 fonctionnaires, mais ce n'est qu'un chiffre normatif. Dans ces 90 000, vous avez des gens qui sont décédés, donc on continue à utiliser le salaire. Vous avez des fonctionnaires qui ont quitté. Donc d'autres personnes continuent à percevoir leur salaire. Sans compter ceux qui refusent purement et simplement de quitter. Il faut élaguer la fonction publique. Solution du problème de ce problème. Ceux qui ne veulent pas aller à la retraite, c'est parce qu'il n'y a aucune cotisation qui est faite à la base pour garantir la sécurité sociale universelle. Nous vivons dans un pays de l'Occident. Tout le monde parle de sécurité sociale. Elle date de quand? De la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas si loin que ça. C'est parce que la pesanteur, la lourdeur des dépenses pesait sur les familles, sur les individus, que les gouvernements ont compris, au sortir de la guerre, qu'il faut que tout le monde cotise pour que n'importe quel citoyen, pourvu que tu aies un toit, soit couvert par la sécurité sociale. Mais je vous étonnerai en disant que vous entendez parler de caisse de sécurité sociale, les seuls qui sont couverts réellement, c'est les travailleurs du secteur privé. Quand j'étais Premier ministre, l'année 2007, on a fait tout juste un budget de 6 mois, parce que je ne concevais pas du tout qu'on puisse rester. L'Assemblée ne s'attendait même pas à ce qu'on présentât ce budget, mais j'ai présenté un budget pour 6 mois. Mais en 2008, on a accru les salaires nominaux d'abord, parce que les gens courent toujours après la cherté de vie. Le marché
etc., l'inflation, etc. Si on court après la cherté de vie, il faut regarder aussi du côté des revenus. En fait, la Guinée, avec le taux calamiteux de notre monnaie, la Guinée est le pays d'Afrique de l'Ouest le moins cher. Quand vous prenez par le taux de change. Mais les Guinéens ont le revenu le plus bas. Quand vous avez un bas revenu, à côté d'un prix même moins cher, alors on sent la pesanteur de la cherté de la vie. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté les salaires en 2008 et en 2009, j'avais juré d'augmenter encore pour que au moins les travailleurs de la fonction publique, ça serait le salaire brut. L'augmentation qui venait en 2009 allait à la cotisation pour que le fonctionnaire ne soit plus traumatisé. Pour qu'on puisse se dégager. J'ai trouvé une situation particulière. Quand je suis arrivé, Djoulé a parlé, Bailo a parlé de 33 000 jeunes. C'était une question de justice. Je suis arrivé, j'ai trouvé que les gouvernements précédents avaient fait un concours. D'abord au niveau de la police. Et c'est au cours des conseils des ministres, les questions que je posais. Et alors, ils ont commencé? Non, ils n'ont pas commencé. Pourquoi? Ah, parce que les classes ne sont pas là où on va les loger, ce n'est pas construit. Je dis, vous faites des concours et vous attendez après pour construire là où ils doivent aller. Est-ce que tout cela doit être préparé avant que le concours ne soit fait? Mais vous avez fait les concours et vous ne voulez pas déclarer les résultats. Je dis, ces résultats-là, vous allez les déclarer. On va les recruter. Ça mettra la pression sur l'habitat, sur tout ce que vous voulez, pour que là où ils doivent loger, ils aillent là-bas. Mais, à force de garder les résultats dans vos tiroirs, il y aura la magouille. Ceux que vous voulez éliminer, vous les éliminerez. Ceux qui sont admis n'iront pas. C'est pas de cette façon qu'on fait. Et c'est dans ce cadre qu'au moins 60% des 33 000 ont été recrutés. Je vous le dis, mes chers frères, c'est mon cœur qui vous parle. Parce que je suis absolument certain qu'on n'inventera pas la roue. Pays émergent, faisons en sorte qu'on soit émergé. Vous ne pouvez pas émerger tant que vous ne faites pas ce qui est normal. Ce qui est normal. Or, notre pays s'est assis dans l'injustice. Un cas me revient à l'esprit, c'est les pèlerins. Je suis arrivé quand l'année d'avant. Les pèlerins devaient partir. 700 d'entre eux qui ont versé leur argent. Ils ont eu leur argent détourné. Des milliards. Et au pèlerinage, après, c'est à ce moment que le sujet est évoqué. Je dis, mais pourquoi ils sont pas partis? Alors j'ai décidé que les 700 aillent au pèlerinage, aux frais de l'État. Premier convoi, deuxième convoi, troisième convoi, quatrième convoi, aucun officiel de l'État ne doit avoir quelqu'un là. On doit leur donner ça. Les 700 n'ont rien payé. D'autres étaient morts. Vous savez bien chez nous, quand on dit que quelqu'un va, vous quittez votre village, vous dites que vous allez au pèlerinage. Les raisons, on les cherche plus. Si vous n'allez pas, on pense que Dieu n'a pas voulu. Et vous savez que c'est grave. On ne peut pas s'asseoir sur la pourriture. C'est comme quelqu'un qui balayerait le tapis dans la propreté. Donc, ceux qui doivent aller à la retraite doivent trouver
une sorte de parachute. Parce que c'est humiliant. Si vous ne connaissez pas leurs problèmes, vous allez les juger alors que tout cela est systématiquement entretenu. Tout de suite, chez nous, quand on vous annonce que vous devez aller à la... Parce que vous allez vers l'inconnu. Jusqu'à 60 ans, 70 ans, on se demande encore quel sera mon avenir. À 70 ans, on va parler d'avenir. Votre avenir est derrière. Voilà une des raisons qui explique pourquoi les jeunes n'ont pas rapport à la fonction. Le secteur privé, c'est simple. Le privé n'investira pas si jamais il n'est pas convaincu qu'il y aura un retour sur investissement. Le privé ne vient pas parce que ce n'est pas une œuvre caritative. Il vient pour gagner de l'argent. Vous mettez les règles qu'il faut, il respecte ses règles, il voit comment vous-même, à l'intérieur, vous respectez les lois et les règles, il va les respecter. Dans la tête du client, ils vont quitter là-bas, aller ailleurs, où la gestion est saine, où l'État se comporte bien, ils vont changer de méthode d'investissement. Comment voulez-vous qu'ils viennent? Chaque jour, je suis la télé, où on dit... Ils viennent ici, après ils se rendent compte que l'État n'existe quasiment pas. Quand ils partent, ils reviennent. Mais avant même de parler des privés, combien d'entreprises d'État sont mortes? Où est Sotelli? Non. Où est Badam? Décapité. Où est Guinoma? Disparu. Rio Tinto? Parti. Fria, la seule usine qu'on avait, parce qu'on a une potentialité énorme en bauxite. Il y a des réseaux qui ont tout dernièrement publié où ils parlaient des potentialités de la Guinée de façon particulière. Et ils citaient la bauxite. Mais qu'on ait une telle quantité de bauxite et qu'on ait une usine, au moins une usine, et qu'on parvienne à dilapider cette usine, est-ce que c'est compréhensible? Mes frères, vous devez savoir que tant qu'on continue à exporter le caillou, puisque on se félicite d'avoir doublé la production de la bauxite, ou triplé ou quadruplé, c'est le caillou qu'on exporte. Ceux à qui on vend savent qu'il y a des produits dérivés dans ce caillou qui coûtent plus cher sur le marché que le caillou lui-même. C'est la raison pour laquelle ils acceptent d'exporter le caillou. Sinon, transformer sur place allait être plus intéressant. Je sais de quoi je parle. Mais ils préfèrent exporter le caillou. Parce qu'au moment où ils ont les produits dérivés là-bas, la Guinée n'est plus du jeu. Je peux continuer à citer. L'entreprise privée, qu'elle soit intérieure ou extérieure, n'investit que quand les conditions d'investissement sont des meilleures. C'est-à-dire, tu investis, tu emploies les gens, tu as ton bénéfice. Mais quand une entreprise commence et finalement décline, elle s'en va, c'est un petit monde. Et ce petit monde-là, il y a la communication entre eux. Et les autres vont dire, mais là où tel a perdu, moi je n'irai pas là-bas. Beaucoup le disent aujourd'hui. C'est une insulte à tous les Guinéens. C'est la raison pour laquelle le privé qui doit employer les jeunes
Ce privé-là n'investit pas. Vous savez très bien qu'à un moment donné, il était difficile de trouver certains travailleurs. Les chauffeurs, c'était devenu difficile à cause de Rio Tinto. J'ai un chauffeur qui m'a quitté, il est parti à Rio Tinto. Un chef cuisinier qui m'a quitté, il est parti à Rio Tinto. Mais que voulez-vous? Rio Tinto a fermé. Tous ceux-là sont revenus. Certains en pleurnichant. On s'est trompé? Non, vous ne vous êtes pas trompé. C'est la gestion de l'État qui vous a trompé. Et Rio Tinto a fermé les portes. Ils sont en Australie là-bas. Alors que j'avais déjà fait une conférence à l'IFRI, l'Institut français pour les relations internationales, où j'avais dit, malgré les 700 millions, j'ai dit ça n'ira nulle part. Et j'ai donné les raisons. Ce n'est pas la peine de reprendre ça ici aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour invectiver, mais je suis venu pour véritablement vous faire savoir les problèmes qu'on a de mon point de vue. J'entendrai tout de suite vos points de vue. Mais là déjà, c'est un problème. Beaucoup d'entreprises auraient pu venir en Guinée aujourd'hui. Quand partout où tu passes, votre pays est riche. On le disait avec sérieux. Aujourd'hui, on le dit avec condescendance. Parce qu'on pense que malgré cette richesse, la pauvreté qu'il y a, il était mieux de ne pas avoir ces richesses. Voilà une des raisons. Mais je puis vous dire que aujourd'hui, les jeunes, ils sont réduits à quoi? Quand je me promène en Guinée, quand tu vas, les premières choses dont tu entends parler, c'est les grains. A-I-N. On m'a dit non, c'est G-R-I-N. J'ai dit, ça veut dire quoi? Tous les jeunes sont dans les grains. Ça aurait pu être une bonne chose si c'est un lieu de récréation après le travail. Mais ils vont le matin jusqu'au matin, en buvant du thé et du café. C'est ce qu'on veut pour notre jeunesse. Pourtant, c'est ce qui se passe, mes chers frères. Que quelqu'un quitte le travail, c'est louable. Parce que tout travail nécessite une détente. Mais quand vous passez tout le temps à chauffer du thé, vous finirez par vous brûler vous-même. Et c'est ce qui est en train d'arriver à nous. Je crois que nos jeunes doivent pouvoir se dire que le travail est aussi une conquête. Il y a probablement des entrepreneurs parmi vous ici qui ont testé le marché guinéen. Vous ne pouvez pas aller emprunter à nos banques. Quand le taux d'intérêt dépasse les 25%, une fois c'est allé jusqu'à 30%, au moment où le taux interbancaire n'est même pas à 5%, comment voulez-vous que les gens empruntent? Or, ce qu'on ne sait pas, même quand vous êtes multimilliardaire, ne prenez jamais vos fonds à 100% pour créer une entreprise. Ce n'est pas une garantie de bonne gestion. Vous mettez une partie de vos fonds propres et une partie d'emprunt qui vous garantissent le sérieux que vous allez accorder à cela. Les banques donc sont inaccessibles. Les banques ne sont pas rentrées jusqu'ici dans le développement de la Guinée. Prenez même un simple petit exemple. Allez dans tous les pays, vous trouverez que les meilleurs bâtiments appartiennent au secteur bancaire. Allez en Guinée. C'est les bâtiments anciens qu'on leur donne. Ils rafistolent. Moi, je suis allé à une des banques que je connaissais avant. Maintenant, il n'y a même plus de place. Ils ont saucissonné. Ça ne fait même pas l'aspect d'une banque. Ça commence par ça d'abord. La responsabilité de l'État est de dire à ces banques, vous édifiez, parce que la banque, ce n'est pas seulement prêter, donner
recevoir de l'argent, mais c'est aussi participer à l'embellissement de la ville par les immeubles que les banques construisent. Sans compter le fait que vous n'avez même pas assez. Mais comme je le dis, chaque fois que vous critiquez quelqu'un ou quelque chose, il faut savoir trouver les circonstances atténuantes. En Guinée, on a très mal commencé. On est mal rentré dans la finance. Parce que